Bien bonjour à toutes et à tous. Pour la lecture de ce quatrième chapitre, qui s'appelle De record en record. Et je vous accueille d'un nouvel endroit, puisque aujourd'hui je suis au PIL de Lyon. Alors c'est le PIL, c'est le point d'information de la Légion étrangère. Voilà, c'est ici que les jeunes légionnaires viennent s'engager. Donc on attaque pour De record en record. Tout en continuant à travailler à temps complet, puisque personne n'acceptait de reconnaître l'ultradistance comme une discipline à part entière, je poursuivais ma préparation tranquillement, avec des temps de réunion, de préparation et de rendez-vous avec de potentiels partenaires. J'avais opté pour une méthode de préparation très personnelle. Je me postais devant une cassette de Rocky Balboa, en particulier devant les parties spécifiques à sa préparation physique, et ensuite je partais à l'entraînement en me rabâchant « t'as pas mal, t'as pas mal ». Ceci étant, j'en avais un peu ras-le-bol. Aussi, je décidais de me mettre en disponibilité afin de pouvoir me préparer professionnellement et mettre ainsi toutes les chances de mon côté pour réussir ce nouveau défi. Avec 3 enfants à nourrir, c'était un peu de la folie. Même si mon ex-femme travaillait, joindre les deux bouts risquait de s'avérer difficile, mais considérant le peu d'épanouissement que j'avais à la maison, je n'allais pas non plus me priver de vivre mes rêves. Par ailleurs, j'avais trop vécu le mal-être de mon père durant toutes ces années pour accepter de tomber dans le même travers. Entêté, j'allais au bout de ma décision, convaincu que l'ultradistance allait pouvoir être un jour reconnue et que je gagnerais peut-être ma vie avec ce sport. Je me mettais complètement le doigt dans l'œil puisque, aujourd'hui encore, bien que détenteur d'une belle carte de visite, je ne suis pas en mesure de gagner le moindre argent. Je ne regrette rien. Passionné en général, je vais toujours au bout de mes envies. Et puis finalement, l'avantage d'être un champion anonyme n'est-il pas de pouvoir faire ses courses ou aller au restaurant sans être importuné? Voyons le bon côté des choses. Ma demande de mise en disponibilité avait été acceptée et je me retrouvais donc libre, mais sans salaire. Folle de rage, mon ex-femme n'acceptait pas vraiment cette décision. Le hasard fait souvent bien les choses. Quelques jours plus tard, à Hyères, se tenait la fête de la ville et des associations où j'avais un stand sur lequel j'avais exposé quelques photos, mon vélo et mes tenues. Je vendais par ailleurs quelques pins et t-shirts pour rêve et réalité, de manière à faire rentrer quelques fonds en vue de notre prochain défi. Pendant la journée, M. Michel Berson, député de la circonscription, s'arrêta sur mon stand. Il me demanda comment évoluait ma préparation et la mise en place du projet de décembre. C'est le moment que choisit mon ex-femme pour jouer la roumaine, dépressive, et se mettre à pleurer en lui exprimant que son mari était taré, qu'il n'avait arrêté de travailler et mettait la vie de la famille en danger, etc., etc. Ancien athlète de haut niveau en athlétisme, spécialisé sur 400 mètres, le député comprit rapidement la situation et me proposa de passer à son bureau dès le lundi afin de lui exposer ma situation plus en détail, de façon à pouvoir intervenir auprès de ma hiérarchie. Quelle honte! Moi qui en général suis quelqu'un de plutôt réservé, lorsque je dois demander un service, même à quelqu'un que je connais, j'en ai des nœuds dans le ventre. Là, c'était limite. Le lundi, je me rendis donc à la mairie de Crosne, où M. Berson me reçut avec beaucoup d'humanité. C'était un homme charmant. Même si nos idées politiques divergeaient, il était capable d'une écoute attentive, toujours prêt à rendre service. Lui comme moi savions parfaitement qu'en matière de sport, il n'y a pas de politique. Un député doit être élu pour son travail et son efficacité. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai soutenu par mon vote à 2 reprises. Outré par le fait que ma discipline ne soit pas reconnue à sa juste valeur, il me proposa alors d'intervenir auprès du ministre de l'Intérieur en vue de ma réintégration dans mes fonctions, normalement rémunérées et placées en détachement à temps complet, comme telle est la coutume pour les sportifs de haut niveau de la police nationale. Après l'avoir remercié, je quittai son bureau, sans nourrir pourtant de grands espoirs. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque, moins de 3 semaines plus tard, je recevais un courrier du ministre de l'Intérieur m'informant de ma réintégration dans mes fonctions et de mon affectation à la compagnie sportive de police de Paris, où je bénéficierais d'un détachement à temps complet durant 1 an. Ce courrier me précisait par ailleurs que les salaires des 2 mois de disponibilité écoulés me seraient reversés. La chance semblait enfin me sourire. Mais pour combien de temps ? Le défi approchait à grands pas et l'organisation semblait sur la bonne voie. M. Florian Crespin, le nouveau directeur des sports de la ville de Hyères, s'avérait être une personne très efficace. Également entraîneur de natation, il était assez sensible à mes exploits un peu farfelus.
Quelques jours avant le coup d'envoi officiel du Téléthon 1991, j'étais enfin prêt à effectuer mon périple. Le jour venu, alors que j'étais en maillot de bain, prêt à prendre le départ et à me jeter à l'eau, une jeune femme s'approcha de moi en me regardant avec insistance des pieds à la tête. Après quelques minutes, elle m'interpella et se présenta. Journaliste, elle travaillait pour le Républicain. À voir sa façon de me regarder, on aurait pu penser qu'elle venait de rencontrer E.T. Elle me submergea de questions, puis, au moment de nous séparer, m'affirma que pour un tel exploit, j'allais faire la une du journal censé sortir le jeudi. J'avais donc 3 jours devant moi avant de connaître le contenu de son article. Nous avions convié les enfants des écoles de hier à venir nager avec moi. Durant les 3 premières heures de l'après-midi, un relais géant d'enfants avait lieu dans les lignes d'eau qui m'entouraient. Les commerçants reversaient au Téléthon la somme de 10 francs dès lors qu'un gamin se jetait à l'eau. En cette première journée, nous avions déjà récolté beaucoup d'argent. Les 6 ou 7 écoles de hier ayant toutes accepté de faire participer les enfants. Pour effectuer ces 24 km, je suis resté environ 8 heures dans l'eau. Peut-être même plus, je ne m'en souviens pas réellement. Aujourd'hui, il me faudrait entre 7h15 et 7h30 pour effectuer la même distance. Après avoir pris une bonne douche, Sylvie la kiné, qui m'avait déjà épaulé sur le premier record, me fit un massage, puis j'enfourchai mon vélo en direction de la Cipale, située à une vingtaine de kilomètres de hier. Nous formions un peloton d'environ 30 unités. La police nationale nous avait fait la surprise de venir assurer mon escorte et ma protection. Pour des raisons de sécurité, nous avions décidé de rouler la nuit sur le vélodrome et de retourner la journée sur hier. Toute la nuit, et malgré le froid, une super ambiance régna sur cet anneau de béton long de 500 mètres. Certains avaient opté pour l'option vin chaud dans le bidon, en guise de ravitaillement, afin d'aider leur corps à combattre la température qui avoisinait les 0 degrés. J'allais passer 3 jours et 3 nuits sur le vélo, en dormant seulement 2 heures en fin de nuit. Nous passions nos journées à hier, où l'ambiance était formidable, et le soir, vers 22 heures, nous reprenions la route de Vincennes sous escorte policière. Je me souviens avoir terminé l'épreuve cycliste en fin d'après-midi. Un médecin acupuncteur m'attendait pour me faire un check-up. Même si tout allait bien, il m'a proposé de me faire une petite séance d'acupuncture pour me redonner un peu d'énergie. Je me suis endormi sur la table et, à mon réveil, une vingtaine de minutes plus tard, je me souviens avoir retrouvé une aiguille qu'il avait omis de retirer dans la zone du bas-ventre. Mon pote, Dominique Morette, aujourd'hui décédé, riait à gorge déployée en voyant ce spectacle cocasse. Un peu au radar, j'allais devoir commencer par effectuer les 22 km qui séparaient Vincennes de hier. Je n'étais pas seul, et ces premiers kilomètres se passèrent plutôt bien. Je devais dormir 1 heure avant de repartir pour la première boucle d'environ 60 km. Cette nuit-là, il faisait vraiment froid, et une bonne quinzaine de coureurs étaient venus pour m'accompagner. C'était génial. Après une trentaine de kilomètres, beaucoup ont disparu. Certains travaillaient le lendemain, d'autres étaient fatigués, et surtout par manque d'habitude de faire autant de kilomètres. Seule Emilienne Roli m'accompagna jusqu'à la fin. Cette fille était aussi cinglée que moi. Spécialiste des 100 km en courant, elle arpentait la France et les pays limitrophes chaque semaine à la recherche de nouvelles sensations. Nous avons effectué nos 60 km sans encombre, et à notre arrivée sur hier, une petite pause sommeil de 2 ou 3 heures m'attendait. Une petite douleur commençait à me titiller le genou. À titre de prévention et pour éviter tout problème, Sylvie, la kiné, décida de me faire une séance d'ultrasons. À peine allongé sur le matelas posé à même le sol dans la salle mise à notre disposition dans les locaux de la police municipale, je m'endormais comme un bébé. La nuit allait être courte et la journée suivante chargée en difficulté. Je devais effectuer 2 boucles de 60 bornes, la première durant la journée, la seconde de nuit. La douleur s'intensifiait, le genou gonflait mais il n'y avait pas mort d'homme. J'ai souvent coutume de dire que la douleur est simplement une information. C'est cette technique qui me permet de toujours avancer. Bien entendu, il s'agit seulement d'un travail psychologique car en fait la douleur physique est bien présente. Le travail consiste à l'occulter et faire en sorte que le cerveau ne la traite pas. S'il ne la traite pas, alors techniquement, elle n'existe pas. Ce travail est difficile à réaliser sans réelle technique pour s'y préparer. Mais lorsque vous en avez acquis les fondamentaux, elle vous permet de vous dépasser dans tous les domaines. Certes, je ne l'utilise pas n'importe quand et pour n'importe quoi, mais uniquement lorsque le besoin se fait sentir en compétition ou lors d'accidents ou d'opérations. Je sais en faire bon usage afin de m'éviter de souffrir ou d'ingurgiter des substances médicamenteuses. Toujours accompagné d'un grand nombre d'amis ou de simples connaissances, je terminais cette seconde boucle. Plus que 2 et le défi serait relevé.
Dans ces moments-là, il est toujours facile de dire plus que deux. Deux boucles ne représentaient pas moins de 120 km. Une bagatelle. Et je profitais de cette pause d'1 heure et demie pour passer au massage. J'avais fait appel à Alain Bizet, assistant sportif dans une équipe cycliste professionnelle, qui m'avait été chaudement recommandé par mon ami Ballardin. À cette époque, et avant la grande affaire Festina, ils étaient communément appelés des soigneurs. Leur job dans les équipes se résumait à être, en quelque sorte, les nounous des coureurs cyclistes, mais l'essentiel de leur travail consistait surtout à masser les coursiers. C'est à ce titre que j'avais fait appel à lui et je n'ai pas été déçu. À chaque passage entre ses mains expertes, je ressortais frais comme un gardon. Le massage durait en général une bonne heure, localisé à 90% sur les jambes, c'est-à-dire sur mon outil de travail, puis un peu sur le dos. Lors de notre premier contact téléphonique, il m'avait dit connaître parfaitement son boulot et savoir mouiller son maillot. Il ne savait pas si bien dire. En moins de 5 minutes, le garçon dégoulinait. Il passait son temps à raconter des conneries et rapidement, nous avons sympathisé. Aujourd'hui encore, je fais souvent appel à ses services, tant pour la précision et la qualité de ses gestes que pour le soulagement qu'ils induisent, et qui font de lui un personnage incontournable de mon staff. Il était temps de reprendre le chemin du froid et de boucler cet avant-dernier tour durant la nuit. Malgré le froid de canard de ce vendredi soir, beaucoup de personnes se tenaient sur le bord de la route à guetter ma sortie, pour m'accompagner quelques kilomètres ou au bout de la nuit. Les heures qui suivirent allèrent nous faire douter, le staff et moi-même, de l'issue de ce défi. Ce n'est pas un hasard si plus tard Gérard Lezay donne ce titre bien particulier au film qu'il avait monté pour retracer cette tentative. Alors pour info, c'est les images que vous avez en support. Durant les 30 premiers kilomètres, tout allait pour le mieux. Mais d'un coup, alors que nous traversions la ville de Montgeron, je fus envahi par une absence totale de réaction. Plus rien dans le moulin. Il faisait froid, environ moins 2 degrés, et pourtant, je me sentais bien. J'étais ailleurs, mon esprit avait quitté mon corps, et c'est tel un robot hébété que j'avançais. Le surnom de Terminator, dont m'avait affublé cette jeune journaliste, venue quelques jours auparavant, prenait là toute sa signification. Mes yeux se fermaient, mes jambes se dérobaient, mais il n'était pas question de rebrousser chemin. Je devais terminer cette boucle. La tension montait autour de moi. Les gens ne savaient plus comment réagir, et certains craignaient même pour ma santé. Je pense tout simplement qu'à ce moment précis, mon organisme demandait du repos et du sucre. Une nouvelle fois, le froid avait perturbé mon alimentation et les ravitaillements étaient plus difficilement assimilables. Le froid est un élément important à prendre en considération, car dans ces moments-là, l'organisme a besoin de calories supplémentaires pour fonctionner. La scène était apocalyptique. Tel un zombie, j'avançais dans la nuit. Devant le groupe, une voiture de police ouvrait la route, gyrophare allumé. Derrière eux se trouvait un autre véhicule, à l'arrière duquel, coffre ouvert, Gérard était assis en équilibre pour filmer. De par sa grande sensibilité, il hésitait à filmer cette détresse physique, ce qu'il a regretté après coup, car ce genre d'image reste gravé à vie dans la mémoire d'un athlète. Enfin, derrière le groupe composé d'une vingtaine de copains, dans une petite camionnette, gentiment mise à notre disposition par la marque Achilleine, Alain, Jean-Robert et quelques autres se relayaient avec d'autres membres du groupe m'accompagnant. Ce soir-là, j'étais affublé d'un passe-montagne en laine, et, pour me ravitailler, mes compagnons d'infortune me dégageaient la bouche, m'enfilaient une bouteille de coca dans le bec et m'obligeaient à boire. Ils procédaient de la même manière pour me faire manger, à la différence que mon cerveau avait grand mal à se concentrer pour mâcher et ainsi assimiler les aliments. Il fallait avancer et nous étions mal partis. À ma droite se tenait Gérard Perronnet, l'un de mes anciens professeurs de français et d'histoire géo au collège. À l'époque, pour me sanctionner des conneries que je pouvais faire en cours, il m'interdisait de venir partager les sorties cyclistes qu'il organisait le mercredi avec mon professeur de mathématiques, M. Poumérol. C'était un véritable plaisir pour moi que de le revoir des années plus tard dans ces circonstances. Qui sait, peut-être lira-t-il ce livre. Si tel est le cas, il pensera certainement que le branleur qu'il a connu en cours a quand même fait un sacré bout de chemin pour en arriver à noircir ces quelques pages. À ma gauche, mon pote Stéphane Casiraghi, avec lequel je jouais au foot quand nous étions gamins. Il était libéraux et moi, comme vous le savez maintenant, gardien de but. On ne s'est jamais perdu de vue, et bien que nous n'ayons jamais été cul et chemise, nous savons l'un comme l'autre pouvoir compter sur une aide mutuelle en cas de pépin. Durant 30 km, les plus longs de ma vie, je ne vais pas émerger. Tour à tour, Stéphane, Gérard, Alain, Jean-Robert et les autres vont se relayer pour me maintenir dans une position me permettant
de continuer à mettre une jambe devant l'autre et de pouvoir ainsi continuer à avancer lentement vers ma destinée dans la nuit et le froid. Il est difficile de retranscrire ces images qui aujourd'hui encore défilent devant mes yeux. Par moins 6 degrés maintenant, nous avançons en groupe. Au loin, les quelques personnes qui partent au boulot ou qui rentrent de boîte de nuit peuvent entendre dans la nuit des « Allez Pascal, allez Pascal, allez Pascal » répétés à tue-tête par la quinzaine de personnes constituant encore le groupe. Allez, plus que 10 bornes, puis plus que 5, et enfin la délivrance. Nous sommes de retour ailleurs et je ne suis toujours pas sorti de mon absence. Même Oxy, j'ai néanmoins une pensée pour tous ceux qui m'ont accompagné. Je les remercie de ce qu'ils ont fait et leur donne rendez-vous 3 heures plus tard pour le dernier tour. Nul ne me dit quoi que ce soit, mais je sais que sur la totalité des personnes présentes, pas une n'a imaginé une seule minute que je pourrais être sur pied 3 heures plus tard et me lancer à l'assaut du dernier tour. On me jette sous la douche et, puisque mon genou a doublé de volume, on évite la séance de massage. Sylvie va, alors que je dors, procéder aux soins qui s'imposent. Ultrasons, soins des ampoules qui ornent mes pieds. À mon réveil, je ne me souviens de rien. En me levant, j'ai récupéré. J'ai dormi 2 heures, mais je suis bien. Bien, ça ne veut pas dire que je pète le feu. Ma bouche est pâteuse, mes yeux sont dans le vague, mais je me sens bien. Je me renseigne immédiatement sur le temps qu'il fait et sur le nombre de gars présents pour m'accompagner. Personne n'en croit ses yeux. 3 heures auparavant, tous pensaient que je ne serais pas en mesure de repartir, et me voilà, là, planté sur mes 2 guiboles qui me font souffrir, certes, mais prêt à retourner au combat. Dans la rue, les fidèles sont toujours là. Il y a quelques nouvelles têtes. Je vois bien dans leurs yeux qu'ils se demandent comment j'ai pu me remettre de ce coup de bambou. Moi-même, je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, et je tiens à le souligner, c'est que je n'ai rien avalé d'illicite pour me retaper. Souvent, lorsque des gens réalisent des choses a priori irréalisables, certaines mauvaises langues trouvent la solution qui les arrange. Il est chargé, c'est un dopé, c'est une chaudière. Il est bien sûr plus facile de se raccrocher à cette explication, leur explication. L'étroitesse d'esprit de ces mauvais penseurs ne les conduit pas à la réflexion, ni même à s'interroger sur le fait que peut-être nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur, peut-être que nous ne sommes pas tous égaux face à l'effort, et que l'approche psychologique des choses n'est sans doute pas perçue ou analysée de la même manière par tout à chacun. Cracher son venin est tellement plus simple. Souvent cachés derrière leur ordinateur et à l'insu des personnes concernées, ces gens-là s'imaginent avoir trouvé l'explication, la seule qui puisse permettre à leur piètre intelligence de se sentir juge d'une situation qu'ils ne maîtrisent en rien. Le soleil est au rendez-vous et la journée promet d'être des plus sympas. Tout au long de la journée, nous allons engranger des kilomètres en traversant les villes avoisinantes. Le Téléthon bat son plein et dans chaque ville traversée, nous bénéficions d'un grand soutien. Même si mon genou me fait souffrir, je parviens à bien gérer la douleur. Je m'impose de me ravitailler consciencieusement pour éviter de me retrouver dans la même situation que la nuit précédente. La nuit est tombée lorsque nous atteignions Crosne, dernière ville avant notre arrivée à Hyères. Le député Berson, présent sur le bord de la route, m'adresse par avance ses sincères félicitations. Véritable homme de cœur, sa présence n'a jamais été dictée par le politiquement correct, mais uniquement par une véritable admiration de l'investissement qui est le mien. Nous avons conservé un excellent contact et aujourd'hui encore, il lui arrive de m'aider. J'apprécie les personnes qui, comme lui, ne pratiquent pas les faux-semblants. Plus que 5 km à parcourir quand soudain, de la même manière que mes jambes m'avaient abandonné la veille, une impression de facilité et de puissance m'envahissent. Devant nous, les collègues de la police nationale avaient troqué la voiture pour les motos. J'accélérais le rythme et je me retrouvais rapidement à leur hauteur. Dans le groupe, beaucoup ne comprenaient pas. Je ne touchais plus le sol. J'ignore si mon état était lié à l'appel de l'écurie, mais je courais à 15 km/h. Après avoir parcouru 253 km, cela devient une véritable performance. Le groupe s'était disloqué et nous n'étions plus que 4 ou 5. Les autres avaient investi les véhicules. Nous traversions la ville, sirène hurlante, sous les klaxons des habitants présents, en direction de la ligne d'arrivée. Je sentais l'émotion me gagner et les larmes brouillaient mes yeux. Déjà, les félicitations fusaient. Tous les potes encore présents me tapaient dans le dos, nous étions tous comme des gamins. L'arrivée fut grandiose. Marc Lucas, le maire de Hyères, accompagné de Gérard Jamel, son adjoint au sport, était présent. Il y avait tellement de monde que je serais incapable de nommer tout un chacun. Mon père me félicita, à sa manière, sans s'étaler.
Mais dans ses yeux humides explosés par la fatigue, je lisais enfin une reconnaissance et une fierté non dissimulée. Enfin, j'avais réussi à l'impressionner. La route avait été longue. Beaucoup s'étaient déplacés pour venir me féliciter. La famille d'abord, avec mes parents, mes frères, mes oncles, tantes, cousins, cousines, puis mes amis, les élus, les membres des différents clubs auxquels j'appartiens, les élèves des écoles, des collèges, des lycées qui nous avaient soutenus durant toute cette semaine, et enfin, pratiquement toutes les petites élèves auxquelles j'enseignais la gymnastique 2 fois par semaine à Hyères. Cette fois encore, nous avions fait une grosse récolte en termes de dons au Téléthon. Il me semble me souvenir que nous avions récolté près de 270 000 francs, ce qui représentait alors une sacrée somme d'argent. Pour l'heure, il était temps pour moi de me reposer et de faire voir mon genou à un chirurgien. J'allais en être quitte pour une intervention chirurgicale. Un des ménisques était fendu et un énorme kyste poplité prenait naissance au milieu des muscles situés à l'arrière de la cuisse pour se terminer au milieu du mollet. C'est sous anesthésie générale que le docteur Gérard Peltre, grand spécialiste du genou, allait remédier à ce petit problème. 1992 et 1993 sont des années sans grands exploits. En août 1993, au Gros du Roi, je bats le record du monde des 9 heures, 3 heures dans chaque discipline, sous forme de préparation, car en fait je suis déjà tourné vers l'année suivante, année au cours de laquelle je vais m'attaquer à une première en réalisant 13 fois les distances de l'Ironman. Pour préparer ce défi, prévu en octobre, je m'attaquerai également à mon record du monde des 30 heures, celui par lequel tout a commencé, et cela en août à Bessèges dans le Gard. L'année serait quelque peu chargée, d'autant que je bénéficiais plus des mêmes possibilités pour m'entraîner. Je bénéficiais d'un tiers-temps, environ 2 demi-journées par semaine. En fait, pas grand-chose pour la préparation d'une épreuve de 12 jours non-stop. Il est vrai qu'à cette époque, comme je l'ai déjà évoqué, l'ultra-triathlon était encore moins reconnu qu'aujourd'hui et je passais ni plus ni moins que pour un extraterrestre. Dans de telles conditions, il n'y avait pas 50 solutions. Soit vous connaissez du monde et vous avez la chance de vous faire pistonner, comme cela avait été mon cas en 1991 avec le soutien du député Berson, soit vous ne connaissez personne, ou vous êtes trop con pour demander, et alors vous n'avez droit à rien. Dans la police nationale, il est plus facile pour un ivrogne d'être détaché avec son salaire que pour un sportif. Cette administration regorge de parasites que l'on cache. Les pseudo-syndicalistes détachés à cette fonction, alors que tout un chacun sait pertinemment combien la police est un peu à l'image de l'ex-Union soviétique, et que la hiérarchie est composée essentiellement de carriéristes ne sachant faire qu'une chose, ouvrir le parapluie au-dessus de leur tête. Le ministre donne les ordres, le préfet les fait exécuter aux commissaires qui, eux-mêmes, les font redescendre en prenant soin de ne pas se mouiller en quoi que ce soit. Partant de ce constat, à qui veut-on faire croire qu'un syndicaliste est en mesure de se dresser devant la hiérarchie en disant « Stop! Nous ne voulons cela ni ceci pour nos gars. Si cela existait, nous le saurions. Nous ne sommes ni chez Renault, ni chez Perrier. Si le commissaire ou le patron en charge du secteur dit « Bon, mon garçon, il serait temps de faire silence », alors tout rentre gentiment dans l'ordre. Le syndicalisme dans la police, c'est cela. On donne des pseudo-attributions à des garçons qui savent profiter de la manne et qui souvent ne militent que pour leur propre compte. Affectation choisie, galons, aménagement d'horaire et j'en passe. Qu'apporte-t-il réellement à la police ou bien aux collègues? Telle est la question. J'aborderai plus tard le cas des ivrognes pour avoir été personnellement mis en conflit face au problème quelques années plus tard. Souvent je m'interroge, pourquoi la police nationale n'est-elle pas capable de mettre en avant, comme le font d'autres institutions comme l'armée ou les douanes, leurs athlètes de valeur internationale? Le temps des Trentin, Morellon, Boyer et Révolu. La vitrine était pourtant parfaite. Eh bien non. Un sportif est un boulet pour l'administration policière qui, plutôt que de se servir de son image, préfère plonger la tête dans le sable en adoptant la politique de l'autruche. Le problème est peut-être tout autre. Simplement, éviter que la presse ne médiatise un simple gardien de la paix qui pourrait, à un moment ou un autre, faire de l'ombre à sa hiérarchie. Ainsi, la solution consiste à écarter purement et simplement le principe. Quand j'étais gamin, lorsque l'on parlait des 3 champions cités précédemment, on les assimilait toujours à la police. Quelle meilleure image cette dernière pouvait-elle véhiculer? Une année, j'avais été choqué par l'attitude d'un petit chef. Un samedi matin, le grand Pierrot Trentin et moi-même étions de service à la compagnie sportive où j'étais affecté. Figure de proue du cyclisme sur piste et respecté par tous pour son palmarès et sa gentillesse, il avait eu l'honneur, après son titre olympique, d'être décoré de la Légion d'honneur par le président Pompidou et nommé au grade de brigadier.
À cette époque, obtenir la Légion d'honneur représentait une distinction très significative. Ce matin-là, après une séance de sport, alors que nous étions sous la douche, je vois Pierrot apparaître dans la pièce, seau, balai et serpillière à la main. Immédiatement, mes collègues et moi-même avons pensé qu'il venait nous demander à l'un ou à l'autre d'exécuter la corvée de chiottes. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous le vîmes s'activer à nettoyer la salle de douche. Bah, qu'est-ce que tu glandes, Pierrot? Bah, le ménage, c'est mon tour, y a pas de souci. Mais j'étais abasourdi. Tu rigoles ou quoi? Qui c'est qui t'a demandé ça? Bah, le lieutenant X, on va l'appeler X. Toi, Pierrot Trentin, décoré de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, champion du monde, champion olympique, tu fais la corvée des chiottes. Non mais t'es con ou quoi? Il est où le respect là? Scandalisé, j'ai moi-même effectué cette corvée. Était-ce logique de demander à un garçon d'environ 50 berges de réaliser ces corvées? Voilà ce qu'est le respect dans la police. Un petit chef aigri, ayant préalablement profité du système lorsqu'il était simple gardien de la paix, et qui aujourd'hui venait donner des ordres ou juger des garçons auxquels il n'arrivait pas à la cheville. Alors certes, s'il faut des chefs et des ordres à transmettre, je ne remets pas le système en cause. Je reste convaincu que certains comportements sont incorrects. Ce jour-là, nous étions 15 gardiens de la paix présents. Alors pourquoi demander à un brigadier de la trempe de Pierrot Trentin, porteur de distinction auquel ce lieutenant ne pourrait jamais prétendre, d'effectuer ses corvées, si ce n'est que dans un seul but, de l'humilier? Cet officier, monté en grade par le rang, était coutumier du fait. Je me souviens des paroles que ce même lieutenant avait prononcées à mon égard. Pour moi, Piche, vous n'êtes rien. Ce que vous faites, c'est de la merde, et vous méritez pas votre place ici. Ce à quoi j'avais répondu sans me dégonfler, le moins du monde. Mon lieutenant, malgré tout le respect que je vous dois, si moi je ne suis rien, alors pour votre part, vous n'êtes qu'une sous-merde. Humilier les collègues était un fait coutumier chez lui, si bien qu'il s'était déjà fait coller au mur par un autre gardien, spécialiste de boxe thaïlandaise. Décédé quelques mois après sa retraite, sa méchanceté était peut-être le simple fait d'une maladie qui le rongeait, mais cela, nul ne le saura jamais. Une nouvelle fois, je m'habituais à l'idée de me préparer à la dure, mais, de nouveau, la chance allait me sourire. Monsieur Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, allait m'attribuer un temps complet pour préparer ce nouvel exploit. Cette même année, le destin me met sur la route de monsieur Michel Drucker. René Tedeschi, que je connais alors pas vraiment, est un fou de vélo. Lors d'une rencontre chez mon sponsor et ami Bruno Herledan, spécialisé dans les peintures personnalisées sur vélo, il me parle de Michel. Cet homme que j'avais l'habitude de voir sur le petit écran depuis ma plus tendre enfance représentait un personnage inaccessible. Si j'avais entendu dire qu'il était fan de cyclisme et qu'il était vraiment d'une grande gentillesse, le milieu de la télévision me semblait si loin de notre planète que je n'avais jamais imaginé pouvoir un jour l'approcher. Après lui avoir parlé de moi et de ce que je faisais, René demanda à Michel, sans aucune sollicitation de ma part, s'il accepterait de me rencontrer. Michel accepta et rendez-vous fut pris au bois de Boulogne pour partager quelques tours de roue communs sur l'anneau ceinturant le célèbre hippodrome. Nous étions en mai. J'étais arrivé de bonne heure pour être certain de ne pas rater cette opportunité. Rencontrer le grand Michel Drucker était pour moi simple lambda, quelque chose d'impressionnant. Sur place, plus de 2 heures avant l'heure prévue, j'en profitais pour rouler un peu dans les pelotons toujours volumineux de ce haut lieu du vélo parisien. René arrivait à son tour, et ensemble nous attendîmes l'arrivée de ce grand monsieur en continuant à donner quelques tours de pédale. Lorsque la Mercedes noire arriva sur le parking, ce fut comme un enchantement. Tranquille, simple, Michel en sortit et naturellement, comme vous et moi l'aurions fait, il sortit son vélo du coffre et se prépara pour rouler. Alors qu'avec René, nous nous approchions du véhicule, il leva les yeux et, comme s'il me connaissait depuis toujours, me tendit la main. « Bonjour, très cher Pascal, je suis ravi de faire votre connaissance. René m'a beaucoup parlé de ce que vous faites et j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous allez me raconter tout ça. » J'avais l'impression de graviter en apesanteur. J'étais sur une autre planète. Les mots me manquaient et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû vraiment passer pour un benet. « Merci monsieur, c'est très gentil. Je suis également très honoré de vous rencontrer. » Rapidement, nous avons enfourché les vélos et rejoint le circuit sur lequel nous avons tourné pratiquement 2 heures. Michel s'adressait à moi très cordialement en me posant de nombreuses questions sur mes expériences sportives, ma situation et mes objectifs, interrogatifs sur la manière de pouvoir réaliser autant de choses. Il n'était pas toujours facile de lui parler en raison du monde qui gravitait autour de lui. Moi qui suis quelqu'un de plutôt simple et discret,
Je me demandais comment il pouvait supporter tous ces parasites qui s'agglutinaient comme des abeilles autour d'un pot de miel. Pour ma part, trop honoré de partager ces quelques tours de roue en compagnie de ce monstre sacré, je me contentais d'écouter et de répondre aux questions. À la fin de la balade, Michel me proposa de les accompagner quelques jours plus tard, à l'occasion du week-end de l'Ascension, à Vaison-la-Romaine, ville sinistrée, où il se rendait en compagnie d'autres personnalités pour effectuer la montée du célèbre Mont Ventoux. Sans même réfléchir, j'acceptai l'invitation. Il me tendit alors la main pour me saluer en m'adressant ces quelques mots. « J'ai été ravi de te rencontrer. Si je peux t'aider de quelque manière que ce soit, n'hésite surtout pas. Ce sera avec grand plaisir. Ma secrétaire t'appellera pour le Ventoux. » Je ne le connaissais pas suffisamment pour savoir s'il était sincère. J'avoue avoir pensé sur le moment qu'il avait utilisé cette formule, comme le font bon sans que pour autant, nombre de personnes, il y ait la moindre nouvelle ensuite. J'étais loin du compte, car dès le lendemain, je recevais un appel téléphonique de sa secrétaire. Elle me communiqua toutes les instructions à suivre pour participer à cette manifestation caritative destinée à récolter des fonds pour les sinistrés de Vaison-la-Romaine suite aux inondations mémorables que la population venait de subir. Quelques jours plus tard, rendez-vous était pris à Paris-Gare de Lyon. Sur place, j'avais l'impression d'halluciner. Je partageais le voyage avec une foule de stars du petit écran et du sport. Il y avait là Laurent Fignon, Gérard Rolls, Henri Sagnier, Paul Belmondo, Jean Réveillon et bien d'autres encore. Pour le petit sportif inconnu que j'étais, toutes ces personnalités me semblaient inaccessibles. Toutes très sympathiques, à part peut-être Laurent Fignon, plus renfermé et moins abordable de prime abord. Arrivés sur place, nous retrouvions Michel Drucker, son frère Jean et Alain Prost. Reçus comme des princes, nous avons été conviés à la visite d'une cave où certains ont pris grand plaisir à goûter aux crus locaux avant de partir en groupe faire une petite sortie de décrassage. Le lendemain matin, c'est devant une foule immense réunie sur la place du village que nous avons entamé notre périple en direction du Géant de Provence. L'ambiance était bon enfant et nous avons décidé de pédaler tranquillement et groupés jusqu'au pied de la difficulté du jour. Ensuite, chacun à son rythme a gravi ce grand col mythique. Le temps n'était pas très beau et arrivé au chalet Renard, le froid, la pluie et le brouillard nous empêchèrent d'aller jusqu'au sommet. Ensemble, nous avons pris un déjeuner réconfortant avant de redescendre dans la vallée en direction d'Avignon pour récupérer le train à destination de Paris. Le week-end avait été inoubliable. J'avais pu constater que Michel Drucker était un homme de parole et que sa gentillesse à l'écran n'était pas seulement une facette. Il s'agissait vraiment d'un grand monsieur, d'ailleurs les événements à venir se chargeraient de me le confirmer. Dans ce milieu, les hommes sans parole sont plus nombreux que les personnes comme Michel Drucker. Il y a peu de temps de cela, j'avais demandé à un journaliste chargé de présenter une émission de sport sur le service public s'il accepterait de participer à une petite interview. Celle-ci me servirait de contenu pour le montage de mon dossier Extreme Tour. Il avait accepté. Aussi avions-nous convenu de nous retrouver lors de la présentation du Tour de France à Paris pour tourner quelques images. Le jour venu, je l'attendais au niveau de la sortie pour être certain de ne pas le rater, mais, alors que je scrutais la salle, je l'ai vu se débiner comme un voleur par une sortie de secours. De telles réactions sont légion dans le milieu. Je ne comprends pas ce genre d'attitude. Il serait si facile de dire que l'on ne peut pas, un point c'est tout. En août, à Bessèges, petite ville du Gard connue pour son épreuve cycliste l'Étoile de Bessèges, qui marque le début de la saison internationale, je m'attaque à mon record du monde des 30 heures. Situé au beau milieu des Cévennes, ce village que j'ai découvert en 1983 alors que j'étais sous les drapeaux, est une ancienne cité minière. Je me souviens que mon premier contact avec Bessèges avait déjà été sportif. À la mi-août, je bénéficie d'une permission de 72 heures. De Tarbes, je décide donc de me rendre à Bessèges et passer ces quelques heures avec mes parents. Nous sommes à quelques semaines de mon départ pour Beyrouth, mais ils ne le savent pas encore. Bessèges est situé à environ 60 km de Nîmes, ville terminus de mon train. Il est 23 heures. À la caserne, certains copains m'avaient suggéré de prendre ma permission en tenue de sortie, car ils pensaient qu'ainsi, j'aurais plus de chances d'être pris en autostop sur la route qui mène à Bessèges. C'est donc tiré à 4 épingles, béret rouge sur la tête et godasse cirée, que je débarquai à la gare de Nîmes, où il me fallait trouver une solution pour arriver à ma destination finale. Sac au dos, je ne me dégonfle pas. Je prends la direction de la sortie de la ville pour rejoindre la route d'Alès, passage obligatoire pour se rendre à Bessèges. Chemin faisant, je tends mon doigt au passage des voitures. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très efficace. Il fait nuit noire et, en 1983, le flux des véhicules n'était pas celui d'aujourd'hui.
Il me faut marcher pendant plus de 30 km avant de voir une voiture s'arrêter vers 3 ou 4 heures du matin. C'est une vieille dodoche avec à son bord un monsieur d'un certain âge. « Où tu vas, ton fion ?»« À Bessèges, monsieur. »« À pied ? Mais t'es calu ou quoi ? Grimpe. Je pars à la chasse, je vais t'avancer de 5 ou 6 km. C'est déjà ça que tu feras pas à pied. » Effectivement, quelques kilomètres plus loin, il me dépose et je reprends ma route. Il fait toujours aussi noir, j'ai mal au pinceau et je commence sérieusement à avoir faim et soif. Le jour s'est levé lorsque j'arrive à la sortie de Saint-Ambrois. Encore une dizaine de bornes et je serai rendu. Machinalement, je tends ma main sans grand espoir et là, une voiture s'arrête. Ce sont deux jeunes qui rentrent de discothèque. Ils m'invitent à monter et puisque c'est leur destination, me proposent de me déposer à Bessèges. J'arrive donc au petit matin dans ce village que je découvre. Lorsque je trouve le camping où sont mes parents, il est encore tôt et tout le monde dort encore. À l'entrée, on m'indique où se situe l'emplacement de mes parents. Je m'y dirige, soulagé. Mon père se levait tout juste. Étonné, il me regarde et me dit « Bah, t'es venu comment, grand con ?»« Bah, à pied. 15 bornes en voiture, le reste en marchant. »« Mais t'es givré. Tu pouvais pas téléphoner ?»« Téléphoner ? Mais où et à qui ?» À cette époque, il n'y avait pas de portable. Et je n'étais sûr de rien. Une permission, c'est toujours aléatoire. L'organisateur de cette nouvelle tentative n'est donc autre que Roland Fangil, le concepteur de la fameuse étoile de Bessèges. Ancien coursier professionnel, il a eu l'idée il y a 30 ans d'organiser une épreuve internationale en début de saison. Depuis, sa course est devenue un lieu de passage obligatoire. Les plus grands noms en ont décousu sur ces jolies routes des Cévennes, de Raymond Poulidor à Philippe Gilbert, le tout récent champion du monde, en passant par Bernard Hinault, Laurent Fignon ou encore Greg LeMond. Homme de cœur et organisateur confirmé, il avait initié cette manifestation avec une main de maître et offert aux vacanciers la possibilité de rouler ou courir à mes côtés en échange d'un diplôme. Non seulement il avait demandé au camion podium de l'armée de l'air de venir assurer l'animation durant les 30 heures, mais il avait également trouvé des sponsors et fait fabriquer des t-shirts. Je ne le remercierai jamais assez de tout ce qu'il a fait pour moi. Ce jour-là, il faisait une chaleur incroyable. Le départ fut donné à 11 heures le vendredi matin à la piscine de Roche-Sadoul, le village voisin. Celle-ci se trouvait en plein soleil et c'est sous une chaleur torride que j'effectuais mes 28,1 km dans le temps imparti. Comme à l'accoutumée, je prenais un peu sur mon temps d'effort pour préparer l'épreuve suivante. Je m'élançais ensuite à vélo, traînant dans mon sillage une quarantaine de cyclistes. Même le sénateur de Bessèges, M. André Rouvière, avait donné l'exemple en donnant quelques coups de pédale à mes côtés. Durant toute la nuit, au son de la musique et sous les applaudissements des badauds, nous allons rouler sur ce circuit tracé en ville et fermé à la circulation. Au petit matin, j'avais effectué mes 264 km 400. Me restait à effectuer la partie la plus difficile à mes yeux. Pour être validé, le record doit avoir été battu dans les 3 disciplines ou dans 2 avec une égalisation dans la 3e. La course à pied étant mon point faible, il me faudrait m'activer de façon à dépasser les 90 km et 200 mètres. Une fois encore, il y avait beaucoup de monde pour m'accompagner. Dès les premières lueurs du jour, nous savions que la journée serait difficile. Niché dans une cuvette, Bessèges est quelque peu protégé du vent, ce qui implique que quand le soleil cogne, l'air devient irrespirable. Tout au long de la journée, nous allons nous efforcer de lutter contre cette chaleur insoutenable. Roland avait eu la bonne idée de disposer des poubelles remplies d'eau tous les 2 km environ. Au cours de ces 10 heures, j'allais y plonger ma casquette à chaque passage, tentant ainsi de refroidir le moteur. Durant les dernières heures, c'est le buste complet que je plongeais dans la poubelle, ce qui faisait particulièrement rire les enfants qui nous accompagnaient. Dans la dernière heure, rien n'était encore joué. J'allais devoir puiser au plus profond de moi les ressources nécessaires pour décrocher ce nouvel accès-site. Mes assistants et compagnons de route ont une nouvelle fois parfaitement joué leur rôle. Après 91 km 330, je franchissais la ligne auréolée d'un nouveau record du monde. Maintenant, l'objectif consistait à me concentrer sur le mois d'octobre, mois au cours duquel j'allais m'attaquer à une première en réalisant 13 fois les distances du mythique Ironman. Au programme, 49,4 km de natation, 2340 km de cyclisme et 549 km de course à pied. De nouveau, un gros travail de mise en place allait être nécessaire. Nous partions cette fois pour 12 jours de course et de nombreuses choses seraient à gérer. Autorisations diverses et variées, personnel, ravitaillement, couchage, utilisation de la voie publique, mise à disposition du vélodrome, demande d'assistance de la police nationale, autorisation spéciale
pour un circuit en plein Paris durant la nuit et, bien entendu, recherche de sponsors, sans oublier ce qui allait être certainement la chose la plus importante, ma préparation physique. Là, j'avais placé la barre très haute. Réaliser 13 fois les distances de l'Ironman n'était pas une simple rigolade. Je devais être prêt physiquement et psychologiquement à affronter de nouvelles galères. C'est étrange, mais je fonctionne toujours de la même manière. Sans doute est-ce lié à mon signe astrologique. On dit souvent que le bélier fonce et qu'il réfléchit ensuite. Je me reconnais dans cette description. Sur un coup de tête, je me lance une idée qui, rapidement, se transforme en objectif. Je m'attaque donc à sa réalisation. C'est seulement lorsque, un peu plus tard, je prends le temps de me poser et de réfléchir que je réalise avoir peut-être poussé le bouchon un peu loin. Mais, fierté oblige, je me dis que rien n'est impossible et que je ne suis pas du genre à me dégonfler. 100% de mes défis sont nés ainsi, sur un simple coup de tête.